Merci aux organisateurs. Je suis très heureux d'intervenir devant vous. Et d'ailleurs, mon plaisir est augmenté par le fait que je découvre en même temps un milieu que je ne connaissais pas. Et j'apprends plein de choses qui, en même temps, me donnent une sorte d'espoir que se mette en œuvre, ici ou là, un peu partout, une sorte de politique citoyenne pour une démocratie participative que beaucoup de nous attendent. Alors, j'avais au départ l'intention de vous conduire en 3 étapes vers ce que j'appelle personnellement l'écologie humaine, qui est une théorie tout juste naissante, que j'essaie de penser en dialogue très étroit avec mon ami Bernard Stiegler. Alors cette théorie tout à fait naissante, à laquelle je vais consacrer un petit livre, en fait, je voulais l'esquisser en 3e partie, mais en une demi-heure, je me suis rendu compte que je vais plutôt me consacrer au design social. Je vais me consacrer plutôt au design social, je verrai. Et parce que je suis là pour parler du design social, bien sûr, d'abord. Et donc, je vais en fait, de la manière la plus pédagogique possible, vous faire une analyse. Alors c'est pas toi le philosophe aujourd'hui, puisque tu parles pas, donc c'est moi qui joue ce rôle du philosophe qui va jouer un petit peu l'emmerdeur sur les mots, en fait. Puisque le philosophe, il joue souvent l'emmerdeur sur les mots. Je vais analyser l'expression design social, qui est une expression extrêmement étrange. Et puis ensuite, j'essaierai de montrer les conditions théoriques requises pour que l'on puisse donner un sens plein à cette expression très très problématique. Et à l'occasion de ce second temps, j'évoquerai le travail d'un philosophe designer, il est entre les deux, qui s'appelle, vous en avez sans doute entendu parler, Stéphane Vial, dont je crois savoir que vous l'aviez invité, mais qui n'a pas pu venir, et je ferai une analyse critique de certains de ses propos. Alors l'expression design social, elle est extrêmement étrange. Et je vais essayer de montrer qu'on ne doit absolument pas la prendre à la lettre. Parce que si on la prend vraiment à la lettre, on peut tomber dans les fantasmes les plus dangereux. Alors, pour montrer cela, je voudrais repartir de ce que vous connaissez tous, beaucoup mieux que moi, c'est le design. Je vais partir d'une définition basique du design. Le design serait l'esthétique des objets utiles. En ce sens, il serait la réconciliation, vraiment contemporaine, des arts du beau et de l'industrie de l'utile. Réconciliation entre les arts du beau et l'industrie de l'utile. Réconciliation contemporaine qui a lieu donc bien après la transformation de l'artisanat en industrie, et donc aussi après le divorce du beau et de l'utile, qui s'est fait durant ce qu'on appelle la modernité. On sait en effet que c'est l'apparition de l'industrie qui, par symétrie, a permis au beau de s'émanciper vraiment de l'utile. Et par là a permis à l'art de se distinguer vraiment de l'artisanat. L'artisanat, origine de l'industrie. Le design contemporain, lui, réconcilierait le beau et l'utile à l'âge hyper-industriel, et non pas industriel. Sa vocation étant de faire que les objets utiles de notre vie quotidienne puissent prétendre à une beauté plastique, le plus souvent connotée d'un modernisme post-modernité, c'est-à-dire en fait d'un hyper-modernisme, qui serait adéquat à notre âge hyper-industriel. Les objets du design se veulent nos contemporains, c'est-à-dire que leur forme, mais aussi leurs matériaux et leurs couleurs, doivent être nouveaux par rapport aux formes, aux matériaux et aux couleurs que la simple modernité avait souvent cru plus ou moins imposées par l'usage. Parler de design social, et non plus de design, ce serait ainsi vouloir appliquer à la société elle-même cette ambition d'une belle forme. La société est-elle un objet utile
est susceptible de recevoir une belle forme? La réponse est évidemment négative. La société ne relève pas de l'utile. La société n'est pas un moyen, elle est un but. La politique, ce qu'on appelle la politique au sens large, pas seulement les institutions, mais l'action politique de n'importe qui. La politique, comprise donc au sens large, est l'art de trouver les moyens pour que le but se réalise, qu'on ait une vraie société. Faire que la société soit vraiment une société, et non pas un mixte d'état social et d'état naturel. Tel était le problème de Rousseau dans Du contrat social, ouvrage par lequel fut démontré, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, que seule la démocratie réalise vraiment l'état social, et donc une société digne de ce nom. Après ce pas de géant accompli par Rousseau, la question devint celle de savoir si cette démocratie passe par le capitalisme ou bien si elle passe par le socialisme. Lequel des deux dépasse vraiment l'état naturel et donc la loi du plus fort? Il nous faudrait un nouveau Rousseau et donc de nouvelles lumières pour pouvoir répondre, ou plutôt pour pouvoir nous démontrer vraiment ce que beaucoup pressentent, à savoir qu'une démocratie accomplie, c'est-à-dire participative, en attendant une nouvelle appellation, ne passe ni par le capitalisme ni par le socialisme. La démonstration n'en est pas établie. Personne n'a établi cette démonstration. Beaucoup pressentent qu'elle viendra. Je ne sais pas si le nouveau Rousseau existe, mais je sais que quelques penseurs dans le monde, très peu nombreux, se consacrent à ce défi de la création de nouvelles lumières. Des nouvelles lumières qui seraient débarrassées des naïvetés des anciennes lumières, mais qui seraient aussi débarrassées de la superficialité de ceux qui ne croient plus aux lumières. J'aurai l'occasion plus loin d'évoquer l'un de ces grands penseurs, dans la mesure où son œuvre la plus fondamentale est celle qui permet au design social de prendre une dimension philosophique exceptionnelle. Pour l'instant, alors ce n'est pas Stéphane Vial, c'est Bernard Stiegler. Pour l'instant, et pour en rester à l'analyse de l'étrange expression design social, il m'importait seulement de rappeler que la société est un but et non pas un moyen utile. Traiter au contraire la société comme un objet utile auquel on pourrait donner une belle forme, ou bien même comme une œuvre d'art que l'on pourrait sculpter, c'est rabattre la problématique politique sur une problématique esthétique, qui fut celle des pires totalitarismes contemporains, obsédés par l'harmonie d'une mécanique sociale dont la forme serait entièrement décidée de l'extérieur par le grand designer qui la dirige. Il est bien connu en effet que la confusion entre le problème politique et le problème esthétique est caractéristique des régimes totalitaires, dans lesquels le pouvoir séduisait le peuple par la beauté inégalée de ses défilés. Défilés sublimes, envoûtants, sculptures sociales magnifiques et annonciatrices de l'ordre et de l'harmonie qui devraient bientôt régner dans toute la société ainsi sculptée. Terrible et sinistre sculpture, en vérité. L'expression design social doit donc être interprétée. On ne peut pas la prendre à la lettre, ce n'est pas possible. Elle doit être interprétée et non pas prise à la lettre. Le design social n'est pas un design appliqué à la société. Il ne cherche pas à réduire celle-ci à une belle forme que l'on pourrait lui donner de l'extérieur. Il n'est donc pas un design au sens strict du terme. Il ne travaille d'ailleurs pas non plus sur l'ensemble des humains qui forment ce que l'on appelle la société, c'est-à-dire en grec la polis, objet de la politique, au sens large. À la différence de la politique, mais au service de la politique, le design social consiste à créer des environnements ou des milieux non seulement confortables, mais aussi conviviaux, c'est-à-dire susceptibles de favoriser le partage et la participation de chacun à la vie sociale, et donc à l'action politique au sens large. On pourrait alors croire que le design social se confond
avec l'ergonomie, dans la mesure où celle-ci ne travaille pas seulement sur des objets utiles, mais aussi sur des milieux, tout comme le design social. Vous savez qu'en réalité, il n'en est rien. Le design social n'est pas de l'ergonomie. L'ergonomie se définit d'une part comme l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail, et d'autre part, elle se définit comme l'application de ces connaissances à la conception de systèmes qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité pour le plus grand nombre. Si l'ergonomie partage bien avec le design social l'idée de travailler sur des milieux, par-delà donc les simples objets utiles, elle est cependant animée par un souci d'efficacité. Un souci d'efficacité, là où le design social, pour sa part, est prioritairement animé par un souci de convivialité. On pourrait donc dire que l'ergonomie privilégie les milieux de travail, pendant que le design social privilégie les milieux de vie sociale. Leur point commun serait la notion de confort. La notion de confort en tant que centre d'un spectre notionnel qui va de l'efficacité jusqu'à la convivialité, en passant par le confort. Alors si on fait un premier bilan, on peut dire que la beauté des objets utiles est l'affaire d'une discipline que l'on appelle le design et qui réconcilie les arts du beau avec l'industrie de l'utile. Quant au design dit social, il semble porter mal son nom puisqu'il n'est pas du strict design et ne porte pas non plus directement sur ces humains qui font société. Il porte sur la convivialité de leur milieu de vie. Cette idée de convivialité dépasse celle de confort, qui elle-même dépasse celle d'efficacité. En passant de cette dernière à celle de confort, on reste dans l'ergonomie, mais si l'on poursuit jusqu'à la recherche de convivialité, on entre dans le domaine du design social. Ce dernier, dans la mesure où il ne travaille pas directement sur les humains, mais sur leur milieu de vie, est au service de ce que l'on appelle, au sens le plus large du terme, la politique, qui travaille sur les humains, en tant que social. La politique seule, comprise donc en ce sens large, travaille sur le social proprement dit. Et elle peut utiliser le design social pour favoriser le partage social par l'aménagement d'environnements conviviaux. Dans la réalité des faits, et cela a été évoqué, c'est surtout au niveau des collectifs citoyens et des collectivités publiques que l'action politique au sens large, donc, sur le social, fait appel au design social, dont la possibilité d'efficience reste ainsi essentiellement locale, pour l'instant. Alors j'ajoute que cette utilisation du design social par l'action politique des collectifs citoyens ou par l'action politique des collectivités publiques, cette utilisation du design social débouche finalement sur la notion qui a été évoquée de design pour l'innovation sociale. Ici, l'innovation sociale, qui relève comme telle du domaine politique au sens large, s'appuie sur le design social pour modifier nos manières de produire et de consommer, de communiquer ou de nous déplacer. Cette action politique est par ailleurs de moins en moins cantonnée à l'initiative citoyenne, ça a été dit aussi. Au niveau européen, la recherche en matière d'innovation sociale, autrefois réservée à une pratique politique citoyenne, est aujourd'hui largement financée par des fonds publics. Et il a été question de Mindlab, effectivement, ils sont devenus consultants pour une administration des finances et ils y accomplissent des tâches variées, conception de formulaires plus clairs, de systèmes d'encodage plus performants, de plateformes web facilitant la mise en contact des demandeurs d'emploi et des employeurs. Alors nous sommes passés du design au design social, puis au design pour l'innovation sociale. Entre-temps, il s'est révélé que le design social n'est pas du design au sens strict, premier correctif, et qu'il ne porte pas sur le social proprement dit, c'est-à-dire l'humain, mais sur ses milieux de vie, second correctif. C'est ce qui, au total, différencie totalement, radicalement, le design social des délires totalitaires dont j'ai rappelé qu'ils consistaient pour leur part en une réelle volonté de sculpter la société, dans la réalité humaine même, par laquelle elle se fait société au sens propre.
Toutefois, le second des correctifs, c'est-à-dire l'idée que le design social ne porte pas sur le social proprement dit, ce second correctif appelle discussion. Il appelle discussion, et ceci sans que l'on risque de retomber dans les délires si le premier correctif, lui, est accepté. La question se pose en effet de savoir si, malgré tout, les milieux de vie travaillés par le design social ne seraient pas plus que des milieux. Comment en effet expliquer que l'on ait nommé design social ce qui ne porterait pas sur le social comme tel, objet de la politique, comprise au sens large? N'est-ce pas qu'en réalité, dans l'esprit de ceux qui l'ont nommé ainsi, le social humain serait plus ou moins fait par ces milieux de vie, au lieu d'être seulement leur auteur? C'est là une thèse très paradoxale. Nous serions faits par ce que nous faisons. Il nous faut envisager cette thèse, si nous voulons pouvoir justifier l'étrange expression design social. En ayant toutefois en conscience qu'alors, ce design social ne serait plus une discipline. Il serait une théorie nouvelle, qui se ferait passer pour une discipline au nom d'une prise de conscience collective. La prise de conscience du fait que l'homme est construit par ce qu'il construit. Autrement dit, que nos environnements artificiels nous font, et que le social proprement dit n'est pas composé que d'humains, ou plutôt que ces humains ont besoin de ce qui est extérieur à eux pour être vraiment ce qu'ils sont. Cette théorie nouvelle, qui renverse complètement la distinction habituelle entre l'intériorité de l'homme et l'extériorité de ses productions, cette théorie nouvelle est le risque à prendre pour que le nom même de design social puisse être justifié. Mais ce risque n'est pas si grand, car l'idée de société nous prépare déjà à accepter cette idée nouvelle et étrange d'un homme fait par ce qu'il fait. En effet, le social est déjà cette part extérieure à l'individu et qui pourtant participe à ce que l'individu est dans son intériorité. Le social est l'ensemble des relations entre individus. Et l'on a admis depuis longtemps, c'est-à-dire depuis Durkheim et la création de la sociologie, on a admis que cet ensemble de relations sociales fait chaque individu. Il n'y a donc plus qu'un pas à faire aujourd'hui pour admettre que l'ensemble de nos productions techniques, cet ensemble-là, est lui aussi une dimension de ce que nous sommes au plus profond de notre être. Mais si cette théorie nouvelle s'avérait vraie, alors la problématique politique s'en trouverait révolutionnée, puisque désormais l'objet du politique, de l'action politique au sens large, ne serait plus, donc c'est-à-dire le social, ne serait plus différenciable des objets fabriqués. Ma conviction est que l'étrange appellation de design social est au moins la préfiguration, l'annonce d'une prise de conscience possible, qui, à terme, devrait imposer à la problématique politique une profonde mutation. En France, le jeune philosophe du design, Stéphane Vial, qui enseigne à Nîmes, se veut l'un des vecteurs de cette prise de conscience. Et pour ce faire, il s'inspire de l'œuvre extrêmement ambitieuse et complexe de cet autre et déjà moins jeune philosophe français qu'est Bernard Stiegler, avec qui j'ai la chance de travailler depuis une dizaine d'années. Alors Stéphane Vial ne cite jamais Stiegler. Il ne le cite jamais. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu, avec beaucoup de franchise, qu'il se sentait si proche de la pensée de Stiegler qu'il craignait parfois qu'elle ne l'empêche de développer sa propre pensée. À cet embarras, il a ajouté qu'il aurait souhaité au départ faire sa thèse de doctorat sous la direction de Stiegler. Le silence actuel de Vial sur sa source d'inspiration serait-il alors en fait l'expression d'une rancune? Je ne veux pas interpréter et je ne veux pas me mêler de ce problème. Je veux en rester à l'embarras qu'il m'a exprimé. C'est-à-dire, on a là un penseur qui se donne une responsabilité maximale dans le changement de la société et qui ne veut pas citer un autre penseur parce qu'il a peur que ça l'empêche de développer sa pensée. Ce type d'embarras, on l'a connu par le passé, jusqu'à par exemple cet embarras de Freud, qui refusait de lire Nietzsche parce qu'il avait entendu dire
que ce dernier l'aurait précédé dans certaines de ses intuitions. Pour ma part, je comprends d'ailleurs beaucoup mieux la réticence de Freud que celle qui consiste à ne pas citer des sources d'inspiration que l'on a vraiment lues. Stigler développe en effet depuis 1994, pas 2001, 1994, cette théorie nouvelle, qui seule peut légitimer pleinement l'expression design social. Parce qu'une telle théorie fait de nos environnements techniques ce qu'il appelle les béquilles de nos esprits. Béquilles sur lesquelles nous nous reposons constamment pour penser. Béquilles sans lesquelles nous ne serions pas ce que nous sommes. Sans nos artefacts, sans tous ces artefacts, le collectif humain que l'on appelle société n'aurait pas pu se construire comme cette réalité psychosociale qu'il est. Stigler utilise aussi la notion de prothèse. La prothèse désigne tous ces artefacts que nous produisons. Évidemment, en précisant que, d'une part, la prothèse ne vient pas remplacer un organe manquant, ici. La prothèse ne remplace pas un organe manquant. Elle est une prothèse, non pas pour notre corps, elle est une prothèse pour notre esprit, dont elle constitue en effet le support extérieur mais nécessaire. Autrement dit, je pense grâce à tout ça. Je pense grâce à ce que je produis. Ici, donc, le support est en fait une condition essentielle. Alors Stigler entend, en ce point précis, prolonger et dépasser un autre philosophe français que l'on redécouvre grâce à l'action de Ludovic et de quelques autres au CIDES, qui est Gilbert Simondon. Stigler veut prolonger et dépasser la réflexion de Simondon pour nous introduire à une prise de conscience nouvelle, portant sur le fait suivant: la conscience humaine ne peut se développer qu'en étant, pour ainsi dire, faite par ces objets qui pourtant sont fabriqués par elle. La raison de cet extraordinaire paradoxe est ce que l'on nomme la finitude, c'est-à-dire l'essentielle limitation du vivant biologique dont nous venons. L'animal biologique, ou plutôt biopsychique, puisqu'il possède déjà un psychisme, l'animal biopsychique ne peut se dépasser vraiment, il ne peut devenir animal humain psychosocial qu'en se construisant comme un esprit qui est en réalité du psychosocio-technique, c'est-à-dire ce que Stigler nomme une réalité à trois brins. En d'autres termes, le vivant, dans sa finitude, dans sa limitation, a besoin de béquilles pour se mettre à penser. Penser vraiment. Et c'est pourquoi tous nos artefacts extérieurs sont, très paradoxalement, ce qui nous fait dans notre intériorité pensante elle-même. Nous allons voir que pour Stéphane Vial, chercheur donc qui évolue entre la philosophie de la technologie et le design, la prise de conscience de ce paradoxe fondamental n'était pas possible avant l'apparition du numérique. Ce dernier fonctionnant en effet comme un révélateur de quelque chose qui en réalité a toujours été. Je veux parler de la nature prothétique, comme dit Stigler, de l'être humain. Stéphane Vial a publié en septembre 2013 un livre intitulé « L'être et l'écran », qui n'est pas passé inaperçu, sans doute que certains d'entre vous l'ont lu. Ce livre, dont le titre est une référence implicite à l'ouvrage de Heidegger « L'être et le temps », ce livre est issu d'une thèse de doctorat soutenue fin 2012 et qui était pour sa part intitulée « La structure de la révolution numérique, philosophie de la technologie ». L'idée qui anime Stéphane Vial depuis cette thèse est celle par laquelle cette dernière méritait justement son nom de thèse. C'est l'idée qu'il énonçait d'entrée de jeu. Je la cite: « Notre rapport au monde est fondamentalement conditionné par la technologie et l'a toujours été. La révolution numérique n'est pas un commencement, mais un recommencement. » Et il précise un recommencement phénoménologique ou ontophanique. Alors l'idée d'ontophanie, telle qu'elle vient ici préciser l'idée de phénoménologie, tirée de Husserl et Heidegger, cette idée d'ontophanie désigne l'apparition
ou plutôt le faire apparaître des êtres, ou plus précisément de ce que Heidegger appelait les étangs, tout ça, et nous-mêmes, tout ça sont des étangs, ça est. Chez Heidegger, dont Vial reprend consciemment le vocabulaire, l'être, lui, à la différence des étangs, n'apparaît pas, mais il rend possible l'apparition des étangs. Heidegger disait qu'il y a l'être, tandis que les étangs sont. Il y a l'être, l'être n'est pas, il y a l'être. Et les étangs, c'est-à-dire nous et tout ça, ça est, grâce à l'être. Cette différence entre l'être et les étangs est la grande invention philosophique de Heidegger, que Stéphane Vial revisite. Elle est sa grande invention parce qu'elle se veut autre chose que la différence classique entre les étangs et puis un étang suprême que l'on appellerait Dieu. Or, la thèse de Vial, formulée dans les termes de Heidegger, équivaut à dire que, je cite, « la révolution numérique fonctionne comme une révélation numérique. Elle nous fait découvrir que la question de l'être et la question de la technique sont la même question. » Heidegger avait tenté de montrer que notre époque était celle du règne de la technique et que ce règne était ainsi la dernière étape de ce qu'il appelait l'histoire de l'être. Mais chez Heidegger, cette histoire de l'être était en même temps une histoire de l'oubli de la différence entre l'être et les étangs. Heidegger dénonçait ce règne de la technique comme celui où l'homme exerce sa volonté de puissance sur lui-même et non plus sur la nature seulement. Certes, Heidegger ajoutait, en reprenant une formule de Lerlin, il ajoutait « là où réside le danger, croit aussi ce qui sauve ». Un espoir était présent. Mais ce n'est pas Heidegger lui-même qui pensera ce basculement et cet espoir, par lequel seule, pourtant, la question de la technique et la question de l'être deviendraient réellement une seule et même question, ainsi que le revendique Stéphane Vial. Un tel basculement, plein d'espoir, est pensé aujourd'hui seulement, en France par Stigler et en Allemagne par Peter Sloterdijk. Ces deux penseurs revendiquant explicitement un prolongement et un dépassement de Heidegger. Paradoxalement, donc, ce n'est pas le français mais l'allemand qui se trouve cité par Vial, ce dernier s'y référant dès les premières pages de sa thèse. L'idée reprise par Vial à Sloterdijk est la suivante. Ce que Heidegger nommait notre être au monde et qui distinguerait l'homme de l'animal, parce que l'homme se poserait la question de l'être, eh bien cela doit désormais être pensé comme le résultat d'une histoire. Notre être au monde est le résultat d'une histoire, celle du primate, qui se redresse et qui libère ses mains pour manier des objets et en fabriquer. Fusionner la question de l'être et la question de la technique, ce serait comprendre que l'homme a besoin de construire son monde pour se construire lui-même, comme cet être qui donne un sens aux choses et qui par là fait être les choses. Stigler est incontestablement celui qui pense le plus en profondeur cette identité de la question de l'être et de la question de la technique. Dès 1994, il montre que la conscience humaine, par laquelle se pose la question de l'être, n'existerait pas sans ces béquilles de l'esprit que sont tous nos artefacts. En d'autres termes, ce que le grand paléoanthropologue Leroy-Gourhan nommait l'extériorisation de notre mémoire dans les objets que nous fabriquons, eh bien cette extériorisation de notre mémoire n'est pas une extériorisation à partir d'une intériorité déjà donnée, puisque cette intériorité pensante se construit grâce à l'extériorisation de la mémoire. Alors j'avais montré ailleurs que Sloterdijk, pour sa part, ne va pas jusqu'au bout de cette thèse, qui pourtant était la sienne à partir de 1999, donc 5 ans après Stigler. Sloterdijk préfère construire désormais ce qu'il appelle un roman philosophique construit sur des métaphores, ce qui pour Stigler, et pour moi aussi, présente le danger d'un flou théorique. Stéphane Vial, lui, se reconnaît tout à fait dans le roman philosophique de Sloterdijk, et c'est pourquoi il le cite. Mais cela l'empêche, à mes yeux, de formuler jusqu'au bout ce qui pourtant permettrait de donner son sens plein à l'expression design social et de la justifier, malgré l'embarras que représente immédiatement cette expression. Vial s'en tient en effet à des formulations comme celle-ci. Il nous écrit « Parce que nous vivons une transition ontophanique
nous sommes mieux placés que jamais pour comprendre que la manière dont les choses apparaissent, l'ontophanie, dit-il, détermine directement la nature de l'expérience que l'on peut faire de ces choses. Autrement dit, précise-t-il, la qualité de notre expérience d'exister dépend des appareils qui nous entourent et de la manière dont, en tant qu'instruments phénoménotechniques, ils font le monde et nous le donnent. Dans ces conditions, termine-t-il, celles et ceux qui ont la charge de concevoir ces appareils doivent être considérés comme philosophiquement responsables de notre expérience, c'est-à-dire de tout ce qui s'offre à être perçu, vécu, éprouvé. Ils se donnent une responsabilité radicale dans le devenir de la société. Si la responsabilité des concepteurs de milieux artefactuels, de milieux artificiels, si la responsabilité des concepteurs de milieux artefactuels, nommés ici appareils qui nous entourent, si cette responsabilité est bien clairement affirmée par Vial, son propos procède cependant à une sorte de collusion de différents niveaux d'analyse. Et cela l'empêche de démontrer ce qu'il a pourtant en vue, même confusément, depuis l'introduction de sa thèse. Ce qu'il a en vue, c'est-à-dire l'idée profonde et difficile selon laquelle nos objets techniques participent en réalité, et fort paradoxalement, à ce que sont les sujets qui les ont produits. D'abord, dire, comme il le disait, que la manière dont les choses apparaissent détermine directement la nature de l'expérience que l'on peut faire de ces choses, c'est transformer en une prétendue relation de causalité, détermine, dit-il, c'est transformer en une prétendue relation de causalité, ce qui n'est en fait qu'une définition. Puisqu'en réalité, la nature de l'expérience, je reprends son expression, est la même chose que la manière dont les choses apparaissent. Il n'y a pas de détermination de l'une par l'autre, l'une est l'autre. C'est une définition, ce n'est pas une relation de causalité. Bien sûr, l'on devine que Vial voulait dire en fait la chose suivante. Les appareils qui nous entourent déterminent la nature de l'expérience comme manière dont les choses nous apparaissent. Mais même cette thèse clairement reformulée, n'est pas encore la thèse profonde et difficile qu'il a plus ou moins confusément, certes, en vue, et que j'ai rappelée il y a un instant. Or, la suite de son passage ne peut pas conduire non plus à cette thèse. Vial reprend en effet la notion bachelardienne, Gaston Bachelard, il reprend la notion bachelardienne de phénoménotechnique. Mais s'il lui fait certes dire autre chose que ce que Bachelard avait en vue, il ne signale pas ce décalage, ni n'en profite pour rejoindre enfin la thèse profonde et difficile pourtant attendue. Chez Bachelard, l'idée de phénoménotechnique sert à dire que la connaissance objective en physique, la connaissance objective, est toujours une production technique des phénomènes. Elle est toujours une production technique des phénomènes. Parce que l'objectivité requiert un décentrement instrumental du sujet connaissant. Je dois me décentrer, si je veux être objectif en science, je dois me décentrer instrumentalement et mathématiquement pour avoir un regard objectif. C'est l'appareil qui va mesurer le réel pour moi, à ma place. Bachelard était ici un précurseur de ce qu'on appelle les théories de la technoscience, les théories actuelles de la technoscience. Il était précurseur, le génial précurseur de ces théories. Et il permet d'envisager une nouvelle théorie de la connaissance. Chez Vial, l'idée de phénoménotechnique signifie que les appareils qui nous entourent conditionnent la manière dont les choses apparaissent. Mais cela, nous n'avons pour ainsi dire toujours su. Et Vial manque ainsi la véritable idée nouvelle à laquelle, pourtant, il entendait nous conduire. Le fait que nos artefacts, ces prétendus objets, conditionnent en réalité ce que nous sommes en tant que sujets. On trouve du reste le même type de tentative avortée dans l'usage que fait Vial de la notion même d'appareil. Son propos tendant à en faire un équivalent de la prothèse chez Stigler, mais sans y parvenir. Cette notion d'appareil avait été théorisée de façon nouvelle par un philosophe français qui s'appelle Jean-Louis Déotte dans un ouvrage intitulé « L'époque des appareils ». Déotte nomme appareil ce qui reconfigure la sensibilité commune elle-même. Comme par exemple le cinéma. Pour lui, c'est un appareil.
parce que cela reconfigure la sensibilité commune elle-même. Cela agit sur notre nature de sujet pensant. Chez Déotte, donc, on a une action des prothèses, qui sont vraiment des prothèses pour l'esprit, une action des objets extérieurs sur le sujet, dans sa sensibilité. Voilà ce que c'est qu'un appareil au sens fort du terme chez Déotte. Déotte, qui d'ailleurs est un vieil ami de Stigler et qui s'inspire de lui. On pourrait dire que l'appareil chez Déotte, c'est ce que Stigler appellerait une archiprothèse. On n'est donc pas simplement ici dans ce qui fait apparaître les choses. On est dans la reconfiguration du sujet qui les perçoit. Or, Vial, lui, en reste au faire apparaître. Et c'est justement pourquoi il utilise la notion bachlardienne de phénoménotechnique, transposée depuis le cadre de philosophie des sciences qui était le sien chez Bachelard. Lorsque Vial soutient alors que les technologies numériques sont celles qui nous font enfin prendre conscience de l'identité de la question de l'être et de celle de la technique, il en reste à nouveau à cette thématique du faire apparaître. Au lieu d'énoncer l'idée que le pouvoir révélateur des technologies numériques réside dans les bouleversements psychosociaux qu'elles induisent. Et les psychologues le savent tous aujourd'hui. Internet change notre fonctionnement mental. Et les psychologues sont assaillis de nouveaux problèmes. Vial écrit en effet, la question de l'être et la question de la technique sont une seule et même question. Si cela a toujours été vrai, dit-il, cela n'a pas toujours été visible. Pour le saisir, il a fallu attendre que les technologies numériques nous apportent des perceptions d'un monde inconnu. Tout comme la physique contemporaine, dit-il, nous avait apporté des messages d'un monde inconnu. Ces perceptions inouïes que nous tentons depuis les années 1970 d'intégrer plus ou moins bien dans le plan de nos habitudes phénoménologiques, ce sont celles qui proviennent des appareils numériques. Fin de citation. Finalement, et pour résumer l'opération de multi-inspiration, en quoi consiste l'analyse de Vial, son propos, eh bien, on peut dire que Vial transpose un concept bachelardien qui, dans la problématique de Bachelard, connaissance scientifique, était proprement génial. Il le transpose, mais cette transposition du concept dans la problématique de la réalité psychosociale provoque un appauvrissement. Or, cet appauvrissement empêche d'autre part Vial, dans cette nouvelle problématique qui est la sienne, de penser réellement notre caractère prothétique, c'est-à-dire le fait que nous sommes des sujets psychosociaux qui faisons un collectif humain qu'on appelle la société, qui n'aurait pas pu se construire sans construire ce monde artificiel. Parce que c'est ce monde artificiel qui nous permet, en tant que béquille de l'esprit, qui nous permet de penser et qui aussi présente les dangers nouveaux auxquels les psychologues ont affaire aujourd'hui, puisque ce qui nous construit est aussi ce qui peut nous détruire. La problématique politique nouvelle consiste à gérer l'action de ce monde nouveau, dont le pouvoir numérique est considérable, gérer l'action de ce monde nouveau sur nos esprits. Et là, l'expression de design social prend son sens tout à fait justifié cette fois-ci. Il est tout à fait justifié. On travaille vraiment sur du social, tout en travaillant sur des milieux artificiels. Il n'y a plus de différence, puisque ces milieux artificiels sont ce qui nous fait et qui peut nous détruire. L'enjeu politique aujourd'hui est considérable. Nous avons un monde nouveau, qui est le monde du numérique, avec des peuples partout qui sont menacés par les effets nocifs du numérique. Et la politique a pour premier enjeu de gérer notre usage du numérique pour que les populations ne se retrouvent pas complètement abruties. Et vous voyez ce qui se passe. Nous sommes dans une crise économique qui n'est pas seulement économique, c'est une crise psychique. Nous sommes dans une crise économique que certains disent crise sociale, mais qui est une crise psychique, puisque le psychisme et le social ne font qu'un, et que c'est en réalité du psycho-socio-technique. C'est pour ça que Stigler a créé cette association à laquelle j'ai immédiatement adhéré, Ars Industrialis, qui est une association qui n'est pas un parti politique, mais qui s'adresse aux partis politiques, afin que les politiques nouvelles fassent de l'enjeu qu'est l'industrie numérique un enjeu majeur, prioritaire. L'éducation, le savoir, tout est mis en danger. Tout est mis en danger par ces nouveaux modes d'existence qui sont définis par le numérique.
parce que nous sommes le numérique. Nous ne sommes pas seulement ceux qui créent le numérique, nous sommes le numérique. Il agit sur nous, il nous fait et il peut nous défaire. En ce moment, on le gère tellement mal qu'il nous défait. Il faut faire en sorte que le numérique nous fasse. Voilà, je vous remercie.